Au commencement de l'Inde, il y a les corneilles, noires, un grand tas de plumes noires, où brillent les deux petites billes que sont les yeux. Le bec, lui aussi est noir, large et joli. Mais ce n'est pas par la vue que notre première rencontre avec les corneilles se fait. Non, ce n'est pas par la vue, c'est par les oreilles. Au petit matin, quand le rude soleil indien ne brûle pas encore l'air, les corneilles sortent et règlent alors leur affaire de corneilles. C'est alors une cacophonie caquetante, des cris rauques au plus aigus, des avertissements qui se terminent bien souvent sur des nuages de plumes, des chiquettes de corneilles, des arbres entiers qui semblent vivants tant d'oiseaux les habitent, des arbres qui semblent bouger d'eux-mêmes. Les corneilles souvent réveillent les gens, très tôt les matins. Mais elles sont aimées, les corneilles, elles sont chéries, les corneilles, car elles sont l'Inde, car elles sont l'âme de l'Inde, et que sans elles, l'Inde ne serait pas tout à fait là. Ce matin, comme tous les matins, ce sont les corneilles qui réveillent Nisha. Croix, croix, elle ouvre un œil. Croix, croix, elle ouvre l'autre œil. Croix, croix, hop, Nisha est debout. Vite, vite, me hâter car il ne me reste que quelques minutes. Par la porte entrebâillée, vérifier que la servante dort encore, c'est bon, elle ronfle fort. Ecto, tirez le gros coffre de bois vers là-bas. Tincha, posez le tabouret dessus. Pache, rajoutez le coussin de velours rouge, car malgré tout, on est une princesse ou on ne l'est pas. Sat, hâte, elle l'escalade. No, das, en moins de temps qu'il ne faut pour compter jusqu'à das. Voilà Nisha perchée en haut de son drôle d'échafaudage, et de là, elle n'est plus qu'à quelques centimètres de la fenêtre haute, si proche du chemin de terre qui court en contrebas, bien qu'elle ne puisse le voir, si proche de l'extérieur. Juste à temps pour entendre la douce mélodie qui, comme tous les matins, s'élève dans l'air. Merci. Ah, tu les as? Oui, c'est bien, c'est bien. 1, 2. Quelques instants durant, Nisha reste sans voix. Elle écoute le silence où semble encore vibrer ce chant. Elle sent en elle, bien ancrée en son cœur d'enfant, toute la beauté de ce chant. En chacune de ses cellules, en la moindre petite parcelle de son être, le chant résonne et vit encore. Et quand le silence semble malheureusement être complètement revenu, vide de chant, vide de vie, Nisha articule timidement, avec un immense respect, quelques mots de la chanson, comme pour tenter de réveiller de nouveau la douce musique. Mais la musique est bien partie, plus rien ne revient. Mais qui est celui qui chante cette chanson? Qui, tous les jours, tous les matins, qui chante cette si belle chanson? Cette voix de jeune homme, douce, si douce, cette voix qui dit les jolis mots, à qui appartient-elle? Un prince. Nisha en est sûre, c'est forcément un prince. Elle est bien une princesse, elle, et qui d'autre qu'un prince pourrait chanter ainsi? Qui d'autre qu'un prince pourrait mettre tant de beauté et de noblesse en si peu de mots? Forcément, c'est un prince. Elle en est sûre. Nisha maudit l'architecte du palais dans lequel elle vit. Si seulement la fenêtre était un peu moins haute, alors elle pourrait apercevoir celui qui chante. Si seulement elle était un peu plus grande. Ou alors si seulement elle pouvait grandir plus vite. Ou si elle pouvait sortir dehors. Ou si quelqu'un lui disait le nom de celui qui chante. Ou si. Mais avec des si, on met tout des lits en bouteille. Et de toute façon, comment attendre de grandir quand on a 9 ans et qu'il reste tant d'années à patienter? Nisha aimerait pouvoir envoyer ses amis les corneilles, afin qu'elle lui ramène cette chanson. La jeune princesse descend de son précaire échafaudage, puis décroche sa guirlande préférée, celle faite d'oiseaux de tissu, et lui chuchote alors à l'oreille sa folle de mots.
les enfants. Levez le soleil pour voir chanter. Entendre ma voix s'envoler. Comme ces enfants tous les matins qui chantent au vent ce La vieille servante ne ronfle plus, elle va bientôt entrer dans la chambre. Et c'est en se rêvant grande que Nisha ne sait plus qu'une chose. Elle doit savoir qui chante cette chanson. Et si pour cela, elle devait s'enfuir du palais, eh bien elle s'enfuirait. On est une princesse ou on ne l'est pas. Quelques heures plus tard, dans la torpeur de l'après-midi, le monde entier semble somnoler. La jeune princesse Nisha, elle, ne dort pas. Et tient entre ses mains le petit châtelet de bois clair collié de laine jaune, celui qu'elle aime tant, celui que son père lui a offert. Elle l'emmène avec elle, il lui portera chance, elle le glisse dans sa poche. Dans un grand morceau de tissu orange, la princesse enveloppe proprement des chapatiques qu'elle a pu discrètement voler à la cuisine un peu plus tôt. Et la voilà maintenant prête à partir. Elle s'en va pour résoudre son mystère, pour découvrir qui chante la belle chanson. Tard, se retrouve devant la porte du palais. Le portier dort, Nisha se faufile, et la voilà enfin, dehors, seule et dehors. Devant elle semble s'offrir toute l'immensité de l'Inde, son infinie douceur à perte de vue. Le sang de Nisha est plus léger, plus fluide et plus rapide. La liberté découverte pour la première fois la fait palpiter d'un rythme nouveau. Nisha sait intimement cette liberté en elle. Elle la ressent physiquement. Avec un sourire de déesse, la jeune fille à toute allure s'élance vers le chemin de terre qui passe sous la haute fenêtre de sa chambre. L'Inde est là, juste devant elle. Au bord du chemin, en contrebas, le temple est là. Nisha y rentre bien décidée à obtenir des informations sur le jeune prince. Cour carrée, cerclée par de hauts murs par endroits à demi écroulés. La pierre est noire, recouverte de mousse parfois. La pierre semble vivante comme un arbre. La cour est déserte, sanglée. Les sons du monde ne semblent pas pouvoir pénétrer ici. Sur la gauche, un énorme banyan. Cet arbre est si grand que Nisha doit pencher la tête pour apercevoir la cime. Le soleil subtil contre les feuilles l'éblouit d'une joie primaire, plus dense. Le tronc de l'arbre est énorme, il faudrait 5 hommes pour en faire le tour. Et des branches les plus basses tombent de longues lianes qui, si elles parviennent à atteindre le sol, prendront racine et deviendront à leur tour un morceau de feuilles, agrandissant ainsi la taille de l'arbre. Nisha se détache avec peine de l'arbre et pénètre doucement, silencieusement, dans la première salle du temple. Cette salle est totalement vide, est sombre et frais. Le silence prend ici la densité d'un son, il devient parole. Les yeux de la petite fille qui peinent à s'habituer à l'obscurité, encore éblouie du grand soleil. Du fond de la salle émane une fumée douce et âcre et douce. Et tout est un. Plus rien n'est contradictoire et un est tout. L'encens se consume près d'une petite flamme brûlant dans l'huile. L'huile, la flamme, l'encens, la pierre noire ne sont plus qu'une seule et même chose, au contour maintenant indistinct. Les fleurs coupées, offrandes, et quelques grains de blé et d'or. Nisha semble fondre elle-même dans l'instant et le lieu. Le lieu, l'instant,
Ces choses existent-elles seulement encore? Nisha est dans le monde, Nisha est le monde, et le monde est Nisha. Elle saisit la petite cloche de métal posée devant elle, la fait tinter, disant ainsi au Dieu tout l'amour dont un être humain sait parfois être capable. Les dieux ici, ils sont partout. Et tiens, qu'il est drôle celui-là, avec son gros ventre et sa tête d'éléphant. Pourquoi tu rigoles de ma tête? Tu te demandes pourquoi j'ai cette tête? Bah c'est mon père qui m'a coupé la tête. Comme ça, un jour sur un coup de tête. T'imagines comme ma mère lui a fait sa fête. Tu te débrouilles, tu lui retrouves une tête. Il a pris la tête de la première bête. Et me voilà, Ganesh. Et lui là, c'est une tête de singe. Et elle là, qu'elle est belle et qu'elle est douce. De la montagne, je suis le fruit de Dieu, Shiva, je me suis émise. Je calme mon époux par ma sagesse. Pour briser ses colères, je le verse. Reine des reines, déesse des déesses, je suis Parvati, l'infinie caresse. Quant à lui, quel terrible Dieu ce Ganesh. Il est tout bleu, il porte un chignon et une danse. Je suis Shiva et ça se voit, car j'ai 6 bras autour de moi. Si je détruis, c'est pour construire. Si je construis, c'est pour détruire. Je suis Shiva, le roi des rois. Nisha sort du temple. Elle ne trouvera pas le prince ici. Et elle se retrouve sur le chemin de terre. Elle veut reprendre sa recherche et elle aperçoit déjà, là-bas en contrebas, près de la rivière, un groupe de femmes qui lavent le linge. Peut-être pourront-elles la renseigner sur le jeune homme qui tous les matins chante cette chanson. Vu d'ici, les femmes sont comme des fleurs de toutes les couleurs. Sur la terre ocre se détache la vivacité éclatante de leur sari. L'élégance dérisoire est donc indispensable. Toutes ont le port des reines dans leur quotidien si dur. Elles triment, frottent, rincent, étalent, puis recommencent. Sisyphe, sublime et fatigué, à la fois reine et esclave. Nisha s'approche. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Je cherche un jeune prince qui tous les matins chante sur le chemin de terre. Et que crois-tu, jeune princesse, que nous avons le temps, nous, de regarder les princes passer? Nous n'en avons pas vu de prince. Mais là-bas, un petit peu plus loin, une femme se tenait à l'écart du groupe. Et elle fit signe à Nisha d'approcher. Elle sortit d'un pli de son sari une petite flûte de bois. Et lui dit qu'à défaut de prince, elle lui jouerait, si elle le souhaitait, l'histoire des femmes indiennes. Voici cette chanson. Vois-tu entre mes mains, vois l'eau qui coule sur les cailloux qui roulent. Vois l'eau sans fin, les saris déployés.
Anisha perdait espoir. Où chercher? Qui pourrait l'aider? Elle semblait prête à abandonner quand elle vit un attroupement d'enfants, là-bas derrière l'arrêt des vieux bus cabossés. Elle s'approcha et frôla pour la première fois de sa vie les enfants d'Inde, ceux qui ne vivent pas dans les palais. Une vingtaine de gamins là, piaillaient, jouaient, riaient, criaient, peau brune tannée par les soleils brûlants, cheveux noirs ébouriffés et tenant seuls par la force de la poussière, chemise d'écolier ouverte et rapiécée, pieds nus dans les ocres qui font comme un tapis. Et au milieu de tout ça, leurs yeux immenses, noirs, comme démesurément grands et beaux dans ces visages souvent trop forts pour leurs âges. L'ambiance était au jeu, et les gamins s'agitaient autour d'un homme au teint étrange, un homme blanc, si blanc par rapport aux autres hommes d'ici que chacun voulait l'approcher, peut-être même pouvoir le toucher. L'homme sortit d'on ne sait où un vieux ballon millénaire et lança le début d'une partie de football, au milieu des cris déchaînés des enfants. Peut-être ne le savait-il pas encore, mais l'énergie folle de ce moment, l'énergie folle de ces gamins, se gravait alors en lui et sans doute pour longtemps. Il s'appelait Bastien. Et il était français. C'est ce qu'il expliquera un peu plus tard à Anisha. En Inde, pour quelques mois, il s'était profondément attaché à ce pays, et aux gens qui l'habitaient, et sa vie, sa vision des choses s'en était sans doute modifiée. Il avait banni la viande de ses repas, par exemple. Et sa vision politique des choses avait quelque peu évolué, dirons-nous. Dans mes yeux clos, les salives
Bastien ne put plus aider Misha. Mais pour l'encourager, il lui remit un petit jouet qu'il avait trouvé dans un village voisin. Misha, ému, rangea précieusement l'objet dans son petit baluchon. Puis ils se séparèrent, prenant chacun leur route. Je vais intervenir là où il y a du niveau, tu vois, avec les pros. Mais je n'en suis pas une. Misha marcha quelques minutes au hasard, mais ne trouva nulle trace de prince. Elle perdait espoir et, voyant la nuit approcher, ne savait plus où chercher. Elle s'assit sur une grosse pierre et laissa ses larmes couler. Elle avait échoué. Elle s'était enfuie de chez elle pour découvrir quel prince pouvait bien chanter cette si belle chanson, mais elle ne le saurait jamais. Elle s'abandonnait à la consolation de ses larmes. Timidement, à quelques mètres d'elle se tenait un jeune homme de son âge, une badine à la main, tenant par l'abri d'un énorme buffle noir. Le jeune vacher s'approcha doucement. Pourquoi pleures-tu, jeune princesse? Je cherche un prince, celui qui tous les matins passe sur ce chemin. Ne l'as-tu jamais rencontré, toi qui vis en dehors du palais? Non, jeune princesse, jamais vu de prince par ici. Mais pourtant, ajouta Nisha, il chante, et sa chanson m'envoûte. Il ne me suffirait que de l'apercevoir une fois pour être heureuse. Le jeune homme, désolé de voir ainsi sa princesse pleurer, et ne pouvant rien faire pour l'aider, s'enhardit et s'assit à côté d'elle, s'éclaircit la gorge et se décida à lui offrir la seule chose qu'il possédait, sa modeste chanson à lui. Sa chanson de vacher, ces quelques notes qui, si elles étaient sans doute bien loin d'un chant de prince, lui donnaient du courage et lui permettaient de rendre la vie plus belle. Mais Nisha, n'employez pas ses oreilles. Ce vacher, c'est ce vacher alors, c'est ce jeune homme-là, lui qui va nu-pied, en menant paître son buffle, c'est ce jeune homme-là qui chante cette chanson. Tous les matins, c'est lui. Ce n'était donc pas un prince, c'était un vacher. C'est lui qui sait envoûter le monde et le rendre meilleur. Elle ne voulait le voir qu'une fois pour être heureuse. Elle voulait simplement le remercier pour toute la joie et la beauté qu'il savait mettre dans ses notes
dans ces mots. C'était lui, elle l'avait trouvé. Ou plutôt, il l'avait trouvé. Qu'elle fut naïve de chercher un prince. La beauté, toute cette beauté, est en tous. Elle est en tout. Misha le saisit maintenant avec une telle force qu'il lui reprend l'envie de pleurer, mais de joie cette fois, et de chanter, 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 elle aussi avec le jeune homme. Le soleil est presque parti. Et c'est bientôt l'heure de la puja. La nuit indienne s'installe tranquillement. Mais pendant quelques minutes encore, Misha reste assise avec son jeune ami, partageant ses chapatis et une tasse de thé achetée au Chaivala ambulant. Et toute leur vie, chacun des deux enfants se rappellera le goût unique de ce repas. Et lorsque, selon la coutume, ils jetteront au sol leur tasse de terre cuite, ils scelleront dans le silence du soir tombant leur amitié éternelle. J'ai un petit duo à la fin. En direct du Rajasthan. Wow. Alors en fait, ce sont les objets qu'il y a dans l'histoire. Voilà. Il y a un éléphant. Il y a un vrai éléphant, lyophilisé. Alors, il y a des petits éléphants, il y a des petites tasses de thé. Il y a quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'histoire de la musique. Oh là 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 là. Trouvé dans une poubelle pas lavée. S'il avait, mais les poubelles, c'est vrai.